Aujourd'hui, je fais quelque chose que peu de gens osent faire. Je vais te montrer le dossier exact qui m'a fait obtenir mon contrat doctoral au laboratoire CRIL CNRS en France. Mon vrai CV, ma vraie lettre de motivation. On va découvrir ensemble les deux documents qui font la différence. Le CV, la lettre de motivation, et je t'expliquerai aussi c'est quoi le projet de recherche avec une honnêteté totale, y compris sur ce que j'aurais pu améliorer. C'est parti. Alors, voici un peu le mail que j'avais envoyé pour postuler pour le PhD que je suis en train de faire actuellement en intertextualité et causalité. Donc, vous voyez que le mail de candidature n'est pas aussi long que ça. Il y a le titre, comme je vous ai expliqué la dernière fois, que j'ai inclus, malgré que c'est en anglais. C'est vrai que je fais mon doctorat actuellement en France, mais j'ai postulé en anglais parce que, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, il faut vraiment faire de l'anglais quand vous faites un doctorat en sciences et technologies. Donc, je vais ouvrir un peu le CV que j'ai eu à postuler pour le doctorat avec. Le CV également, c'est en anglais. Donc, il y a d'abord en quelque sorte une synthèse professionnelle ici que je suis en train de dire, ok, je suis un chercheur en Natural Language Processing multilingue et puis je suis aussi ingénieur. Je parle un peu de mon background, des expériences que j'ai eu à avoir de manière synthétique. Et ici, je commence d'abord par l'éducation, donc le master en machine intelligence. Ici, je vais vous expliquer au fur et à mesure aussi les erreurs que j'ai eu à faire. Je pense que le summary, même si j'ai eu le doctorat, le summary ici c'est un peu long. Et ici également, j'ai parlé de mon master en machine intelligence, mais j'ai pas ajouté par exemple le thème de le projet de master et le superviseur. Pareil pour les autres. Et maintenant, les recherches auxquelles je m'intéresse, j'ai mis par exemple speech recognition, speech synthesis, machine translation. Donc il faut ajouter aussi les domaines de recherche qui vous intéressent. Et également l'expérience. Vous allez voir que mon CV est harmonisé. Je mets le titre en gras, le titre en quelque sorte que j'ai occupé en gras, et je fais virgule, je mets le nom de l'entreprise tiré du 6, là où l'entreprise, par exemple la ville et le pays, et la date, je mets tout, je mets l'année. Si c'est ce que je fais actuellement, je mets présent. Donc j'ai d'abord harmonisé le CV. Et également quelque chose que je n'ai pas pu réussir à le faire, que je vais vous montrer aussi par rapport, je vais vous montrer également mon CV pro, et qu'il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas quantifié ici. Par exemple, je ai dit perform large scale processing of NLP and speech data. Je parle un peu des choses que je fais pour chaque poste, mais je n'ai pas en quelque sorte quantifié quel est l'impact de ce que j'ai eu à faire. Donc ça commence d'abord par l'éducation, par les études que j'ai eu à faire, après l'expérience, et il y a les peer review parce que c'est un CV pour un doctorat. Donc peer review, c'est en quelque sorte les reviews que j'ai eu à faire. Donc il y avait un journal, il y a un livre qui doit être publié. Donc les chapitres, les articles sont découpés en chapitres, et il y a certains chapitres que j'ai eu à faire, à être reviewer dessus. Donc j'ai fait le review, j'ai donné mes feedbacks pour pouvoir aider à publier ce livre. C'est pour cette raison que j'ai ajouté ici, parce que c'est une expérience intéressante dans le domaine académique. Ça prouve que tu as déjà de l'expérience dans le domaine de la recherche. Il y a scholarship and award. Donc quand tu as les bourses, c'est en quelque sorte important aussi de mentionner dans ton CV. Et également des publications. Moi, je pense que j'ai eu à expliquer plusieurs fois. Si vous savez que votre dossier n'est pas trop costaud, hein. Quand je parle de trop costaud en termes de moyenne que vous avez eu à avoir, par exemple, durant votre cursus scolaire, vous pouvez combler ces vides en allant aussi beaucoup plus vers les publications. Donc, quand vous faites votre projet de recherche en master, vous devez faire en sorte de soumettre ça à des conférences ou bien des journaux, ainsi de suite, pour que ce soit publié. Comme ça, vous avez un article scientifique. Quand vous avez un article scientifique, ça vous donne aussi un certain nombre d'avantages parce que ça prouve que vous avez déjà des compétences dans le domaine de la recherche. C'est pour cette raison que j'ai ajouté les publications. Le CV doit être
maxi 2 pages. Mais ici, j'ai dépassé. Je suis arrivé à la 3e page parce qu'il fallait que j'ajoute les personnes à contacter, les personnes que j'ai eu à travailler avec, la structure d'un CV académique. Donc, vos études qui est en éducation, bon, les recherches qui vous intéressent, l'expérience. Si vous avez fait des peer reviews, c'est bien. Si vous avez eu à avoir des bourses, il faut ajouter. Si vous avez des publications, et vous ajoutez aussi les personnes à contacter, les personnes de référence. Et j'ai écrit ici Academic Conference Presentation parce que j'ai présenté mon article sur Ngamba French Neural Machine Translation à une conférence aussi en ligne. Donc c'est ça. Maintenant, concernant je vais vous montrer aussi mon CV professionnel. Je commence directement par l'expérience professionnelle. Là-bas, je commence par les études, mais ici, je commence par l'expérience professionnelle. J'ai mis consultant RCC, ça c'est quand je travaille à UNICEF. Et là, je vais en quelque sorte ajouter les impacts. Par exemple, 50 plus grassroots organization to diagnose cross structure and par exemple, pour assistant chercheur, comme j'enseigne aussi à l'université d'Artois, je parle de 64 heures en informatique et les tutoriels qui fait en sorte que plus de 80 étudiants ont pu valider leur matière. Par exemple, ceux qui ont atteint la moyenne qui dépasse 10. Donc ça, c'est en quelque sorte l'impact. Donc dans vos CV, vous devez faire ressortir l'impact. Par exemple, pour le machine learning ingénieur ici, j'ai dit process. J'ai fait le processing de moins 500 heures des données multilinguales de speech, des données audio, pour permettre de... Et j'ai aussi établi en quelque sorte un pipeline pour permettre d'avoir au moins plusieurs langues qui sont en quelque sorte, qui dépassent un peu le threshold qu'on essaie d'atteindre. Donc, ce que j'essaie de vous montrer ici, par exemple, Train Production Grade ACR and Teachers Model for Plus 3 African Language. Donc, j'ai entraîné les modèles de texte, speech to text, de plus de 3 langues africaines avec une erreur qui est un peu réduite comparé au modèle qui existe déjà. C'est ça qu'on appelle les baselines. Donc ça, c'est vraiment quantifier les choses. Donc vous allez voir que mon CV professionnel ici, j'ai un peu changé les choses. J'essaie de quantifier et mon CV professionnel, c'est exactement 2 pages. Donc voilà un peu la différence. Le CV professionnel, vous commencez par votre expérience, les études. Mais pour le CV académique, il faut les études avant d'arriver en quelque sorte à l'expérience. Pour le CV, comme je l'expliquais tantôt, il faut que ce soit maximum 2 pages. Donc, ton CV doit faire maximum 2 pages. Et vous allez voir que quand je vous montrais mon CV, ça a dépassé 2 pages et c'est pas bien. Un directeur de thèse reçoit beaucoup de candidatures pour une offre. Donc, il ne passe pas assez de temps pour pouvoir regarder le CV au premier tri. Si tu fais un CV de 4 pages, il va lire juste la première page et il va zapper le reste et ce n'est pas bon. Maintenant, il faut que le profil en haut plus une structure claire. Donc, votre profil en haut avec un petit summary qui fait peut-être deux phrases comme ce que je l'ai expliqué. Donc, profil, 2 lignes au maximum qui résument ce que tu es. Par exemple, moi, je l'avais écrit NLP, Researcher et Engineer Specializing in Low Resource African Language Technology, Speech System and Causal Reasoning. PhD Candidate at CRIL, CNRS, c'est ce que j'avais écrit. Donc, c'est en quelque sorte 2 phrases qui me résument. Donc, il faut l'ajouter, c'est important. Donc, en 2 lignes, le directeur de thèse peut savoir ton domaine, ta spécialité, ton statut actuel et ta crédibilité scientifique avec les chiffres. Donc, souvent, par exemple, moi, j'ai eu à avoir plus de 53 en citation déjà sur Google Scholar. Donc, je peux ajouter ça sur mon résumé. Il faut aussi quantifier, comme je l'expliquais tantôt. Donc, quand tu écris en quelque sorte les choses que tu as eu à faire durant les expériences, durant le travail que tu as eu à faire, il faut pointer plusieurs lignes avec des chiffres. Par exemple, 15% de réduction, plus de 500 heures, plus de 100 000 speakers, ainsi de suite. Ça va permettre de quantifier le travail que tu as eu à faire exactement. Quand tu quantifies, ça veut dire que tu montres l'impact de ton travail durant l'expérience ou le poste que tu as eu à occuper. Donc, il faut aussi adapter le CV à chaque candidature. C'est comme ce que je l'avais expliqué avant concernant aussi le nom des fichiers que vous envoyez au directeur de thèse. Donc, il faut adapter ton CV à chaque candidature, pas un CV générique.
C'est pour cette raison que je t'ai montré les deux versions de mon CV, le CV professionnel et le CV académique. Donc, celui pour le doctorat et celui pour les opportunités professionnelles. Donc, les deux CV que je vous ai montrés, c'est toujours un CV me concernant le doctorat. Le CV académique, c'est un profil académique qui en haut, les publications sont mises en avant, les métriques de recherche. Le CV professionnel, c'est aussi en quelque sorte un résumé d'abord professionnel qui concerne aussi le côté ingénieur parce que bon, je fais de la recherche, mais en entreprise, c'est NLP ingénieur. Le focus commence par les expériences en entreprise et les peer reviews parce que c'est aussi intéressant. Tu as deux CV différents, c'est pas parce que tu es en train de mentir. Non, tu ne mens pas dans les deux versions. Tu réorganises et tu reformules selon l'audience. Donc, tu peux prendre ton temps 15 à 30 minutes pour pouvoir adapter ton CV quand tu es en train de postuler pour une opportunité. Et cela peut multiplier tes chances. Votre CV doit être 2 pages, profil en haut, quantifie tout, adapte à chaque candidature, mentionne tes mémoires. Maintenant, on va passer à la lettre de motivation. Voici en quelque sorte ma lettre de motivation que j'ai utilisée pour postuler pour le doctorat que je fais actuellement à l'Université d'Artois. Donc, je mets d'abord l'objet, PhD, positionne et je mets le titre exact qui est dans l'offre. Et là, je présente d'abord mon intérêt pour le doctorat, pour cette paragraphe. Je présente mon intérêt pour le doctorat en intertextualité et causalité. Et je connecte ce doctorat à mon background qui est en machine intelligence. J'ai fait aussi un master en physique et en data science avec des expériences que j'ai eues en développement des modèles dans le Natural Language Processing à faible ressources. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai aussi développé des modèles en NLP parce que le doctorat que je vais faire, il faut un bon background en Natural Language Processing et modèle probabiliste. C'est pour cette raison que j'essaie de connecter mon background, les expériences que j'ai après avoir exprimé mon intérêt au thème de doctorat. Maintenant, dans ce deuxième paragraphe, je parle ici des masters que j'ai. J'ai eu 3 masters en physique, en mathématiques industrielles, avec spécialité en data science et en intelligence artificielle. Mais je parle juste de master en maths industrielles et d'intelligence artificielle qui m'a permis d'avoir des cours dans le domaine, par exemple, deep learning, des modèles probabilistes, dans le natural language processing, des data processing, ainsi de suite. Et j'ai aussi travaillé, par exemple, dans le domaine de machine translation, de speech. Je reviens également sur mon expérience professionnelle. L'expérience que j'ai eue vraiment en entreprise, j'ai travaillé à Batasia ici, où j'ai eu à développer des modèles dans le domaine des modèles en utilisant les techniques de Natural Language Processing pour les langues africaines, évaluer également les systèmes d'intelligence artificielle générative, ainsi de suite. Donc c'est important. Ici, je parle de mon master, les compétences théoriques que j'ai eu à avoir et les compétences pratiques que j'ai eu aussi à avoir en entreprise. À l'avant-dernier paragraphe, je parle ici le stage de recherche que j'ai eu à faire à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Natural Language Processing également parce que, comme je l'avais dit tantôt, le backbone de mon doctorat, c'est le Natural Language Processing, donc il faut avoir vraiment des compétences en domaine de Natural Language Processing. C'est pour cette raison que je parle aussi de ce stage de recherche. Et c'est intéressant de parler de cela également parce que l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne fait partie des top 20 universités mondiales et faire un stage dans un laboratoire de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne donne plus de crédibilité. C'est pour cette raison que j'ai fait mention de cela. Et je parle aussi de pourquoi je veux vraiment aller à l'Université d'Artois ainsi que le laboratoire. Je parle de leur réputation et les domaines de recherche qui sont des domaines de recherche au niveau du laboratoire qui est pluridisciplinaire. Et également, je veux faire mon doctorat avec le laboratoire parce qu'ils font des recherches dans le domaine de machine learning, de natural language processing, avec des applications dans le domaine de sciences sociales, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment aligné avec ce que je veux vraiment faire. Donc, si vous avez bien vu ma lettre de motivation, je commence par l'objet. Mais quelque chose qu'il faut comprendre est que la lettre de motivation ne doit pas être trop longue. Il ne faut pas que ce soit 3 pages. 3 pages, c'est trop. Ma lettre de motivation, c'est 1 page et demie, si vous avez bien vu. Donc, il faut que l'objet, vous devez préciser l'objet. J'ai commencé par PhD position
on. Et j'ai mis le titre exact de l'offre de doctorat qui a été publié. Donc le titre exact du sujet de thèse. Et le directeur de thèse va voir immédiatement à quelle offre vous êtes en train de candidater. Parce que s'il a plusieurs offres de doctorat qu'il a eu à publier, si c'est juste générique, il n'y aura pas de précision et ce n'est pas bon. Maintenant, il y a la phrase d'accroche. Ma lettre de motivation commence par estimer mon intérêt pour le PhD. C'est ce qui est spécifique en mentionnant le sujet exact. Donc j'avais écrit I'm writing to express my enthusiastic interest in the PhD program. Et je connecte immédiatement à mon background. Machine intelligence, physique, data science, natural language processing for African languages. Et je vais faire aussi une critique honnête sur ma lettre de motivation. Donc, avec le recul, j'aurais pu peut-être être encore plus spécifique sur ce qui m'attire dans le sujet d'intertextualité et causalité, mais ça a quand même marché. Donc, pour vous, vous pouvez être encore plus spécifique. Et puis, je mentionne mon stage de recherche à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Comme je l'expliquais tantôt, c'est important, ça montre que j'ai déjà fait de la recherche au niveau international. Le dernier paragraphe, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire mon doctorat avec le laboratoire CRIL, le laboratoire CRIL Université Artois plus précisément. Je parle d'interdisciplinarité quand j'expliquais de collaboration internationale et puis l'intelligence artificielle à fort impact. Je peux aussi faire une petite critique sur ma lettre de motivation ici. Avec du recul, j'aurais peut-être cité 1 à 2 publications spécifiques du directeur de thèse pour montrer que j'ai lu son travail, mais c'est ce que je n'ai pas fait. C'est la chose qui aurait peut-être rendu ma lettre de motivation encore plus forte. Donc, vous pouvez apprendre de l'erreur que j'ai eu à faire pour encore peaufiner plus votre lettre de motivation. Et la conclusion, je conclue en remerciant et en exprimant mon souhait de contribuer à la communauté, qui est court et professionnel également, sans flatterie. Maintenant, concernant le projet de recherche. Le projet de recherche, c'est le document qui te différencie vraiment. La plupart des candidats envoient un CV et une lettre de motivation. Très peu prennent le temps d'écrire un vrai projet de recherche. Donc, c'est ton avantage si tu fournis un projet de recherche structuré et pertinent. Tu montres au directeur que tu comprends déjà son domaine et que tu peux contribuer. Parce que, par exemple, il y a des sujets de thèse, mais d'autres peuvent avoir des opportunités de thèse sans sujet de thèse. Mais même s'il y a un sujet de thèse, vous pouvez prendre ce sujet de thèse-là et rédiger en quelque sorte votre projet de recherche avec pour montrer que vous comprenez un certain nombre de choses. Ici, dans ce cas, je vais vous expliquer simplement parce que je ne vais pas pouvoir vous montrer mon projet de recherche personnelle parce qu'il contient des idées que je développe actuellement dans ma thèse. Mais je vais juste expliquer en détail la structure exacte qui marche. Donc, la longueur idéale, c'est 2 à 4 pages maximum. Donc, la première section pour un projet de recherche, c'est le contexte et problématique, le contexte scientifique du sujet. La deuxième section qui peut prendre par exemple en demi-page, synthèse rapide des travaux existants. Donc c'est la revue de littérature. Tu peux citer 4 à 6 références récentes, montre que tu connais le domaine. Ou c'est pour montrer vraiment que tu as eu à fouiller. Troisième section, c'est objectif et hypothèse. Ce que tu veux faire, ce que tu cherches à démontrer ou à explorer. Maintenant, la section 4, c'est la méthodologie. Comment tu vas procéder, les données, les méthodes, outils et étapes. Le projet de recherche, c'est quelque chose qu'on peut modifier au cours du temps. Donc, n'ayez même pas peur de pouvoir le réécrire. La première version peut être là et au fur et à mesure, vous pouvez le mettre à jour. Maintenant, la section 5 peut être le calendrier prévisionnel. Donc, vous pouvez faire en quelque sorte un planning prévisionnel sur 3 ans avec les grandes étapes. Année 1, année 2, année 3. Et l'erreur fatale à éviter. L'erreur qui font 80% des candidats, c'est faire un projet qui n'a aucun lien direct avec ce que fait par exemple le laboratoire ou le directeur de thèse. Donc je vous expliquais tantôt, si un directeur de thèse a par exemple un financement pour le doctorat, il n'a pas un projet spécifique où vous voulez proposer votre projet de recherche, il faut faire un truc qui va être aligné avec ce que fait le laboratoire ou encore le directeur de thèse. Donc ton projet doit s'inscrire dans la ligne
dans la lignée des travaux du laboratoire, tu peux aller sur le site du labo, regarde par exemple leur thématique, tu peux lire quelques publications récentes du directeur et tu construis ton projet pour s'inscrire autour de leur écosystème. Tu peux peut-être prendre même un de ces articles et puis voir au niveau des limitations, parce que souvent quand on écrit des articles scientifiques, il y a des limitations. Au niveau des limitations, tu peux même extraire un projet de recherche à partir de là. Donc, tu ne candidates pas pour faire ta thèse seul, tu candidates pour rejoindre une équipe. Donc, avant d'envoyer ton projet, contacte le directeur de thèse en amont. Vous pouvez regarder ma vidéo concernant l'email de pré-contact que j'avais eu à expliquer pour lui poser peut-être 1 à 2 questions sur sa vision du sujet. Sa réponse va souvent t'aider à orienter ton projet et il se souviendra de toi. Donc, en récapitulatif, le CV, c'est 2 pages, profil en haut, quantifie tout, adapte à chaque candidature. La lettre de motivation, 4 paragraphes, 1 page, démarque-toi. Le projet de recherche, 2 à 4 pages. Il faut 5 sections en lien avec les travaux du laboratoire. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à Sakayo Tech. Mercredi prochain, je publie la suite. Comment réussir l'entretien doctoral. Parce qu'après l'écrit, il y a l'oral. Et dis-moi en commentaire, tu en es à quelle étape de ton dossier? CV, lettre de motivation ou projet de recherche?